Dans cette vidéo, je vais vous parler de solitude. Alors, vous savez que j'ai vécu des années en tant qu'aidante de mes parents. Et quand, en 2007, enfin un généraliste a vu que j'avais des troubles neurologiques, il m'a dit d'aller consulter au plus vite un neurologue, le premier qui pourrait me recevoir. Et ce jour-là, quand je suis allée avec ma mère, parce que c'est elle qui m'a accompagnée, faut savoir que j'étais en poussée, donc j'avais du mal à marcher. Bref, à ce moment-là, j'étais seule avec mes parents. Les amis, je n'en avais plus vraiment, parce que quand on arrête la fac, quand on ne travaille pas, et qu'on vit chez ses parents, qu'on est aidant, et ben souvent on est isolé. J'avais la maladie sans le savoir. Et ce jour-là, on avait donc rendez-vous avec le neurologue, consultation, et je me souviens très bien, on s'était guéri avec ma mère. Et à ce moment-là, j'ai ressenti en moi, Christelle, souviens-toi de ce jour, parce que ça va être un jour spécial. Ça fait des années que tu demandes de ce dont tu souffres, et j'ai senti au fond de moi que j'allais avoir enfin une réponse. Et en même temps, j'ai eu conscience d'être accompagnée par ma mère, que à 38 ans, c'était pas normal. J'avais pas une vie normale, typique, enfin je veux dire, que en principe, à 38 ans, on n'est plus chez ses parents. Et je sais pas, c'était un moment fort où je me dis, je vais apprendre une nouvelle. Et en même temps, je me sentais partager ça avec ma mère. En fait, je me disais, ben là, normalement, je devrais être avec quelqu'un que je sois entourée. J'ai des amis, j'ai une personne qui partage ma vie, peut-être même des enfants, et que là, vivre ça avec ma mère, ça me faisait bizarre en fait. Et donc, quand on est allé voir le neurologue, qui m'a d'abord dit qu'il fallait que je fasse deux IRM et différents examens. Un mois après, je l'ai revu et il m'a annoncé que j'avais la sclérose en plaques, toujours avec ma mère, parce que je lui dis j'étais accompagnée par elle, parce que je marchais plus. Et c'était enfin un soulagement de se dire, je n'ai plus à chercher partout qu'est-ce que j'ai, parce que on croyait pas. Et pardon, j'ai un truc dans l'œil, je sais pas pourquoi, ce que j'ai là. Et je vais y venir. Ces moments-là, qui étaient forts pour moi, quand on vous annonce la sclérose en plaques, je l'ai partagé avec personne d'autre finalement, à part avec ma mère. En fait, juste avant, pendant l'errance médicale d'attente du diagnostic, après avoir fait les examens, je l'avais parlé à ma tante, enfin, à ma belle-sœur, qui m'avait dit non, ça peut pas être la sclérose en plaques, parce que j'avais une suspicion que c'était ça, parce que j'avais cherché sur internet, le mot myéline, j'étais tombée sur le livre de Arnaud Gautelier, et lui, ça correspond bien à ce que j'ai, quoi. Et j'en avais parlé autour de moi, mais non, c'est pas possible que ce soit ça, et puis, ouais, voilà, je me sentais seule, bon, mais, quand on a su que j'avais la sclérose en plaques, oui, tout de suite, ils m'ont dit, il faut faire un blitz de cortisone, vous êtes en poussée, c'est quoi ça, bref. Et j'ai eu besoin d'abord de me renseigner et pas me ruer sur faire un blitz de cortisone. J'ai bien fait parce que le neurologue, il m'aurait pris tout de suite, le matin, vous faites l'injection et l'après-midi, vous rentrez chez vous et le lendemain, vous revenez. Ça m'a beaucoup fatiguée et mis de travers le bolus de cortisone, donc heureusement j'avais pas pris tout de suite rendez-vous. J'ai pas suivi en fait les directives du neurologue, qui n'avait pas compris d'ailleurs à l'époque. J'ai attendu la rentrée, parce que là on était en mois de juillet, c'était le 20 juillet qu'on m'a annoncé la sclérose en plaques. Et au mois de septembre, j'étais allée voir une autre neurologue, parce que ce neurologue-là, il m'avait pas trop inspiré.
Il m'avait dit, bon, bah, voilà, supposons pas, qu'est-ce que je dois vous dire? Bon, alors, vous pouvez avoir une vie normale, bon, ouais, déjà, ma vie n'est pas normale, alors, dis-moi, ça, comme ça, je sais pas, bref. Il m'avait donné des conseils qui étaient un peu débiles, du style, faut pas sortir un petit t-shirt en plein hiver, parce qu'il faut pas prendre le froid, c'est pas bon pour la circonstance d'impact d'avoir la fièvre. Ok, d'autres conseils à la con comme ça. Et moi, bref, donc j'étais allée voir un neurologue, et c'est là, je me suis dit, bon, bah, il va absolument me faire un bolus, je vais accepter, et elle me prenait 5 jours en hospice, en clinique. Et donc, à la sortie des 5 jours de bolus, j'étais pas bien du tout, parce que j'avais des douleurs, en plus, il m'avait fait une injection de synactine retard pour doper mon cortisol dans le sang. Et j'étais vraiment à la ramasse, j'étais en fait très anxieuse finalement, parce que au départ je me disais bon bah voilà, on m'annonce enfin ce dont je souffre depuis des années, rien n'a changé, sauf que maintenant on sait de ce dont je souffre, sauf que non, parce que j'étais passé à ce moment-là en phase secondaire progressive. Et je ne savais pas encore, on l'avait pas dit, puisqu'on me disait que j'avais une rémitante. C'est qu'en 2010 qu'on m'a, non, en 2014, parce que même le grand professeur du CHU m'avait dit, c'est une cellule bénigne, vous voulez pas vous soigner tout de suite, il n'y a pas d'urgence thérapeutique à vous soigner. Voilà. Donc, bon, tout le monde peut se tromper. Et donc, à ce moment-là, j'ai enfin accepté le bolus de cortisone, parce que je marchais plus bien, hein, c'était horrible. J'avais perdu la force, en fait. Et à l'issue de ces bolus, de ces 5 jours, comme je vous le disais, j'étais pas bien du tout, et je marchais plus vraiment, pas mieux, quoi. Et à ce moment-là, j'avais eu une kiné qui était passée dans le service, qui m'avait fait faire, en fait, elle m'avait fait un peu des étirements, bras et jambes, et comme elle avait pu, parce que j'avais le cathéter au bras, et un peu de massage, j'avais dit à un neurologue, j'aimerais bien poursuivre les séances de kiné. Donc elle m'avait donné les séances de kiné, ce qui était un peu stupide de ne pas l'avoir fait automatiquement, mais bon. Et c'est comme ça que j'ai commencé les séances de kiné. Et ça me faisait beaucoup de bien en fait, parce que j'avais des douleurs, mais je refusais les traitements que me donnait un neurologue. D'ailleurs à l'époque, ce qui m'avait beaucoup énervé, c'est qu'elle avait marqué sur son compte rendu aux généralistes qu'il faudrait il va falloir me mettre sous traitement de fond, mais avec précaution compte tenu de mon profil psychologique, un truc comme ça. C'est quoi que c'est mon profil psychologique? C'est parce que j'ai fait la dépression dans le passé, phobie sociale, il faut me cataloguer, si j'ai fait cette dépression, c'est parce que j'avais une maladie sans le savoir et que ça m'avait impacté, quoi. Et puis, pour d'autres raisons, bref. Et donc, je faisais pas confiance, donc, où je vais en venir? Bon, voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert la kiné. En fait, finalement, voilà, j'ai expliqué pourquoi j'avais refusé le traitement qu'on m'avait donné. C'était en fait un traitement de type, pour de prescription psychiatrique, en fait, qu'on donnait, ça devait être un non, pas un antidépresseur, un anxiolytique. Et quand j'avais été soignée à l'époque pour dépression et phobie sociale, quand je m'étais sortie toute seule, parce que j'avais, en fait, si vous voulez, à l'époque où on m'a diagnostiqué la phobie sociale, le médecin, le psychiatre que je voyais à l'époque, qui savait pas que j'avais une sclérose en plaques, m'avait dit, bon, pour la phobie sociale, le traitement que vous prenez, ça va pas, c'est le traitement qui m'a cassé toutes les dents, il faut passer au Daroxate, soit c'était à l'époque. Mais il faut passer de manière, d'abord baisser le traitement que vous prenez maintenant, pour après introduire progressivement le nouveau. Quand, au bout de 15 jours, je suis arrivée à me débarrasser du premier, c'est pas évident parce qu'au début, vous avez l'anxiété qui revient, les plus belles. Et quand j'ai commencé le nouveau, ben, je sentais mieux sans. Voilà. Et quand j'ai arrêté, et ben, je sentais bien, et du coup, je suis arrêtée. Et ce jour-là, je m'étais toujours dit, plus jamais, Christelle, tu reprends ce genre de traitement. Donc, ni antidépresseur, ni anxiolytique. Plus jamais tu n'en as pas besoin. Et donc, le jour où la neurologue m'a dit, pour vos douleurs neuropathiques, il faut prendre ça, je me suis dit, ça y est, elle me prend pour une personne anxieuse, avec mon profil phobique et tout. Et donc, j'ai refusé. Et donc, du coup, je souffrais. Et je m'étais rendu compte que les étirements et le massage me procuraient quand même du bien sur le moment, au moins. Ça me soulageait un peu. Donc, j'ai voulu poursuivre.
Et donc j'ai cherché une kiné spécialisée en neurologie. Il n'y avait pas. Alors j'ai compris qu'il n'y avait pas de personnes de kiné spécialisée. Et puis au fil de mes recherches, j'ai fini par tomber sur une personne qui a accepté de me recevoir, qui me disait voilà, moi je suis pas la personne du cabinet, je suis l'assistante. Lui il n'est pas là. En fait c'était un kiné aveugle qui avait pris une assistante pour le remplacer pendant les vacances, je pense, parce que moi j'ai commencé justement pendant les vacances, j'ai commencé en septembre, octobre, novembre, décembre, c'est ça. J'ai fait 4 mois avec elle. Puis après elle est partie à Marseille. Mais en fait, à l'époque c'est la mère qui m'avait accompagnée encore, parce qu'elle m'aidait à marcher. Donc au départ je marchais pas, très mal, très mal. Et c'est avec elle que j'ai découvert les séances de kiné, donc avec vraiment les étirements. Alors elle me faisait faire au départ étirements, exercices et massages. Voilà, on faisait des exercices musculaires, bon, au début difficilement, parce que je marchais pas bien. Et puis, assez rapidement, ben, bien sûr, la poussée est passée, donc j'ai récupéré. Mais en même temps, elle me faisait faire des exercices et elle me procurait du bien-être grâce à ses étirements et massages. Et en fait, j'ai très mal vécu le fait qu'elle soit partie parce que la remplaçante, elle, pas de massage, elle faisait faire que de la gymnastique en fait, et elle pensait qu'il fallait faire des exercices durs pour muscler en fait. Et moi, ça me rétamait complet. Et j'en sortais de là en pleurs tellement ça me faisait mal parce que j'avais plus comme avec l'autre, j'étais plus soulagée de mes douleurs quoi. Et là où je voulais vous parler par rapport à la solitude, c'est que attendez, je vais prendre un peu de thé. En fait, cette jeune kiné était un peu plus jeune que moi. Elle devait avoir 8 ans de moins que moi à peu près. Et j'ai bien sympathisé en fait. Ça m'a permis on rigolait ensemble. C'était vraiment... je la voyais quand même 2 fois. J'avais 2 séances par semaine. Donc je la voyais 2 heures par semaine. Donc on a appris à se connaître comme ça. C'était sympa. Et puis... j'ai vraiment eu l'impression que... c'est une impression... Grâce à elle, je m'étais remis sur pied, quoi. Et en même temps, le fait de parler avec elle, c'était d'autres personnes que mes parents, sortis un peu de... C'est comme si j'étais en train de me faire une amie. Et en même temps, je ressentais cette solitude qui était là, qui me pesait depuis des années. Et donc tout ça mélangé a fait que... j'ai vraiment beaucoup sympathisé avec elle, à point tel que, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous faire rigoler, mais moi à l'époque ça m'a pas fait rigoler du tout. Ma mère elle me fait, Christelle, t'arrêtes pas de me parler de ta kiné, mais on a l'impression que t'es amoureuse d'elle ou quoi? Je regarde comme ça, je sais pas, qu'est-ce que tu me racontes? Non, ouais, en fait, quoi, de qui tu veux que je te parle? Papa, toi, les chats, je sais, ma vie, elle est tournée autour de vous pour une fois que je me sens bien avec quelqu'un, voilà. Et puis là, c'est parti en live, ouais, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Ça m'avait fait rigoler parce qu'elle m'avait dit, ouais, quand même. Si j'avais une fille lesbienne, je l'aurais su quand même. Je suis maman, qu'est-ce que tu me... Et mon père qui rajoute, qui dit, et comment on fait l'amour entre deux femmes? Mais, tu crois pas que j'ai assez honte comme ça que tu me dises que je tombée amoureuse d'une femme pour que tu me... Bref, je passe. Et voilà. Et au bout d'un certain temps, j'ai appris que dans la relation soignant-soigné, il y avait ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert. Et ça peut y avoir un transfert positif ou un transfert négatif. Et dans le transfert positif, on ressent comme si c'était de l'amour. Et alors, pour vous donner l'exemple type, c'est le patient avec un psy. Voilà. Quand vous voyez un psy, ça c'est important à le savoir, parce que forcément, si ça nous tombe dessus et qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on peut avoir l'impression de tomber amoureuse ou amoureux de son psy ou de sa psy. Parce que c'est dans la relation soignant-soigné,
il y a ce qu'on appelle donc le transfert et le contre-transfert. Donc je vous explique. Il y a le transfert positif et le transfert négatif. Le transfert négatif, la personne ne vous plaît pas du tout. Vous savez, quand des fois vous rencontrez quelqu'un et la personne, vous avez tout de suite des atomes crochus, ou au contraire, ça, voilà. Et donc, transfert positif, eh bien, ce qu'on ressent en tant que patient, ce sont des sentiments proches de l'amour, en fait. Comme si on tombait amoureux, voilà. Et c'est quelque chose qui en fait, est la projection de l'amour, en fait, premier. En général, c'est plutôt l'amour l'amour maternel. L'amour qu'on a pour ses parents, le premier amour qu'on peut ressentir. Et c'est quelque chose qui peut être très fort, quoi. Et à côté de ça, vous avez en face la personne peut ressentir ce qu'on appelle le contre-transfert. Donc elle aussi, elle a des émotions. Voilà. Et tout ça, il faut en être conscient, sinon on peut se tromper et pas comprendre ce qui se passe. Et c'est un peu comme un Canada Dry. Ça ressemble à de la bière, mais ce n'est pas de la bière. Ouais, ben là, ce n'est pas de l'amour, mais ça ressemble à l'amour. Ben c'était bien imité. Voilà. Et donc du coup, ça peut parfois un peu chambouler. Et voilà. Et donc, et surtout, d'autant plus que la personne, elle est seule dans sa vie, il n'y a rien, enfin comment dire. Je sais pas, il faut se mettre à la place d'une personne qui vit depuis longtemps isolée avec ses parents, qui doit être aidant, qui pense tout le temps aux besoins de ses parents et tout. Puis à un moment donné, tiens, on discute, on se sent bien avec une personne, et on se sent proche d'elle, on rigole. Faut savoir, les rires, et deux, les massages, ça fait quoi? Ça fait venir l'hormone, comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. Ça doit revenir. L'hormone du plaisir. Et donc du coup, quand on me sent bien avec la personne, ben voilà, et puis ça peut être vraiment étrange quand même comme sensation. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive là? C'est quoi ce bins? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà, et je voulais vous en parler parce que ça peut arriver aussi dans la relation patient-infirmier par exemple, ou médecin, et donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et c'est pour ça que c'est dramatique, notamment dans les relations avec un psy. Si jamais le psy, il dérape et que lui-même, il croit tomber amoureux de sa patiente, ça peut être vraiment... ça, c'est très mauvais, quoi. Parce qu'en fait, c'est Freud qui disait que le transfert et le contre-transfert sert, quand ils sont gérés, quand on sait les reconnaître et quand on sait les gérer, dans la relation thérapeutique. Voilà, ça peut aider. Et moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal au départ à accepter d'avoir des aides de vie qui remplacent ma mère finalement, et qui viennent tous les jours vous avez quelqu'un, si vous n'entendez pas avec elle, et allez chez vous. Moi au départ j'avais beaucoup de mal à manger en présence d'autres personnes, et donc comment j'allais faire? Bon, au départ j'avais pas besoin d'aide pour la cuisine, mais après maintenant j'ai besoin d'aide pour me faire à manger. Et du coup, comment vous faites si vous pouvez pas supporter la présence de quelqu'un, et d'avoir un transfert positif, ça aide justement. Moi j'ai eu le cas avec des devis qui sont passés et qui, faut que je fasse quoi aujourd'hui? Parce que au départ, c'est par les assos, il y a une différence chaque fois. Ou l'autre qui arrive avec sa tête. Imaginez, je suis avec mon père en train de prendre mon petit déjeuner. La devis, elle arrive, elle pose la sac poubelle sur la table, et puis elle commence à déblayer et tout. Je dis, t'es gentil, mais si tu pouvais éviter de commencer vous voyez, c'était un peu emmerdant, ouais. Et donc du coup, j'ai l'impression de plus être chez moi, voilà. Et quand on sympathise avec quelqu'un, parce que la personne, elle vous écoute, et moi j'en parlais justement ce matin, j'ai eu là, je disais, tu m'as apporté ce que ma mère m'apportait même plus. Une écoute, une attention. Et ma mère, quand elle parlait avec moi, elle regardait pas en face. Elle regardait à côté. Et du coup, je lui dis, maman, regarde-moi dans les yeux quand même, quoi. Enfin, regarde-moi quand je te parle. Oh non, mais tu sais bien, je peux pas te regarder dans les yeux. Mais je t'écoute, hein, vas-y, continue à me parler. Vous imaginez parler à quelqu'un qui regarde à côté, ça fait bizarre, quoi. Et je disais, avec toi, par rapport aux autres aides de vie, je te trouvais à l'écoute. Et puis même, j'aimais bien ta voix, je me sentais pas agressée quand tu parlais avec moi, tu vois. Donc c'est pour ça que je lui dis. Je sais pourquoi à l'occasion on a parlé de ça. Et vous savez que le mardi matin, quand c'était toi qui venais,
quand je n'allais à boire, on était avec mon père, avec le petit déjeuner, je dis, tranquille, le petit déjeuner, je peux le prendre en bas parce qu'il y aura la devis avec qui je m'entends bien, avec qui sait respecter ma bulle, quoi. Et donc ça, c'est un transfert positif, au sens où on se sent bien avec la personne. Et avec d'autres personnes, je me sentais pas bien. Et c'est pas non plus automatique comme ça, c'est pas... Il y a des fois où ça pouvait aller, mais bon, bref. Et pourquoi je disais ça? Je sais plus. Pour donner un autre exemple, de transfert positif, ça peut arriver aussi dans cette relation-là. Et voilà, c'est ça. L'avantage, c'est que ça m'a aidé, si vous voulez, en fait, le fait de sympathiser avec mon aide de vie, que je connais maintenant depuis 8 ans, ben, ça m'aide au quotidien à accepter, parce que imaginez avoir quelqu'un tous les jours qui vienne, qui vous amène chez le médecin, qui vous fait la cuisine, mais vous ne pouvez pas la supporter, qui vous donne la douche. C'est pas évident du tout, au départ. Et donc, par contre, si vous vous sentez bien avec elle comme une mère, comme si c'était une, bon, comme si c'était une amie, comme si c'était, voilà, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise de, comment dire. Voilà, c'est plus une étrangère, en fait. Et ben, ça change tout. Et pour les soins, c'est beaucoup plus facile à accepter. Quand vous vous sentez bien avec la personne, quand vous rigolez avec elle, quand vous vous sentez à l'aise, quoi, voilà. Et ça, je pense que quand quand je discutais avec ma kiné, qu'on s'entendait bien, c'était, j'ai été vraiment très impactée par sa présence parce que ça faisait longtemps que j'avais plus vécu ça, en fait. La dernière que j'avais, c'était quand j'avais, ben voilà, juste avant que je tombe en dépression, donc j'avais 25 ans, un truc comme ça, c'est ça. Et au final, j'avais coupé les ponts parce que on a été sortis en boîte de nuit ensemble et puis elle avait pris sa voiture, moi j'avais pris la mienne. Puis à un moment donné, on s'était retrouvés, il y avait eu un accident avec un gars qui m'était rentré dedans. Et elle est partie parce que elle m'avait dit, j'ai pas d'assurance sur ma voiture, donc je voulais pas, tu dois t'appeler les flics, donc du coup, je voulais pas être là. Et franchement, l'ami qui fait ça m'avait pas trop plu, quoi. Et du coup, bon, elle était, j'avais préféré, plus la côtoyer, quoi. Et puis, pourquoi je vous dis ça? Voilà, et donc ça remontait à longtemps, j'avais 25 ans, et là j'en ai 38, donc après j'avais comment dire, euh, euh, ah, ouais, j'étais en train de penser, bah oui, parce que j'ai vécu 5 ans de dépression, après quand j'ai su la maladie, oui, après j'ai eu des relations avec Bruno, mais pendant la période, bah oui, j'ai repris la fac, donc là j'étais à fond dans la fac, et si j'ai eu quand même quelqu'un, voilà, ouais, à l'époque je faisais des soirées meeting, je me souviens. Ouais, j'avais fait une fois une soirée meeting, bref, mais bon, j'avais plus vraiment de, voilà, cette copine, on en discutait beaucoup, on parlait souvent, d'ailleurs je me souviens, on faisait des vidéos, elle m'enregistrait, moi je l'enregistrais, on parlait de nos vies, enfin j'aimais bien faire un peu entre guillemets, jouer de la psy. Et on échangeait beaucoup, on parlait beaucoup de nos vies, c'était, voilà, et puis bon, après j'étais vraiment senti comme un peu trahi, je me suis dit quand même, tu me lâches parce que t'as ta voiture qui est pas rassurée, ben merde, quoi. Voilà, et donc du coup la solitude, elle m'a pesé beaucoup, hein, parce que avec mes parents, en vivant en autarcie, c'était vraiment dur, quoi, avec le recul. Maintenant je me rends compte de ça. Et maintenant, ben finalement, les amis ont comment dire, quand je disais avec mes parents, je me disais, mais comment ça se fait que j'ai plus d'amis? Ben, je sais, je suis tout le temps fatiguée, là, quand tu parles, les invitations, et puis, je suis tout le temps avec mes parents, et puis maintenant que je pense à moi, mes besoins, ben voilà, je suis lancée dans l'aquarelle, puis du coup, ça m'a amené à côtoyer des gens qui avaient les mêmes passions que moi, puis après, je suis ouvert à d'autres choses, qui fait que les amitiés, elles se font d'elles-mêmes, quoi, il y a même plus à y penser. Parce que là, je me disais, je dois avoir un problème, et même, je sais que quand elle a du vie, elle disait, elle est vachement seule, quoi. Il y a personne qui vient la voir et tout. Putain, il y a personne qui est venu me voir, à part ma d'être de vie. Et, et puis, tu te dis, puis finalement, maintenant, ben si, maintenant, là, je vais faire proposer des cours d'aquarelle, je vais sortir, je vais aller à un spectacle de Naïm, là, un humoriste,
je me pose plus la question, est-ce que j'ai un problème parce que j'ai pas d'amis, quoi. Voilà. Et maintenant, je me dis surtout comment je vais faire pour bouger toute seule avec mon fauteuil roulant, parce que j'ai la porte d'entrée qui est trop lourde, que je peux pas sortir toute seule, que là, je peux pas encore aménager, je peux pas sortir. Mais ça va être résolu, parce que j'en le veux. Et parce que j'ai contacté le promoteur pour lui demander pourquoi est-ce que la porte PMR, pour moi, elle est pas PMR, voilà. Et donc, voilà, bon, bref. Donc, au lieu de faire son petit caliméro, non, j'ai pas d'amis, c'est pas normal, et là, maintenant, je me pose plus la question. Je sais que c'est parce que ma vie avec mes parents ont fait que je pensais à eux, et moi, je me suis oubliée. Et maintenant, ça va changer. Voilà, bon, donc, la solitude, en fait, je comprends, il y a deux personnes qui, quand on se retrouve, la maladie est là, c'est pas facile, mais il faut pas dire il faut, mais je pense que ouais, oui, j'ai pas de solution miracle, bien sûr, mais j'ai envie de dire ouvrir son cœur vers l'extérieur peut, comment dire, on peut pas se dire aujourd'hui j'aurai des amis, parce que si c'est, comment dire, les amis ça se mérite aussi quelque part, j'ai envie de dire. Si tu es tout le temps à te plaindre, t'as vu ça va pas, qui va vouloir venir vers toi? Non, propose. Moi là, par exemple, je vais peut-être proposer un cours d'aquarelle à quelqu'un. Attends, je ferai un peu de thé là parce que j'ai lancé un site qui s'appelle aquarellelibre.fr, mais je l'ai même pas. J'ai dû mettre une ou deux phrases dedans. Enfin, j'ai quasiment rien mis. Et puis il y a une personne qui m'a contacté. Elle m'a dit c'est vous toujours le projet de faire des cours, de proposer des cours d'aquarelle sur Montpellier, parce qu'elle est de Montpellier. Je dis oui, parce que je vois votre site, il a pas peut-être pas encore mis à jour, mais non pas du tout. Il n'y a quasiment rien. Et voilà, elle a fait l'effort de arriver à me contacter parce que le premier mail marchait pas. Bref. Et au final, je dis si vous voulez, on peut. Je l'ai appelé, on a discuté. Ça colle bien, elle a envie de prendre des cours avec moi. Je dis ok, alors ouais. Et au final, il dit pas que ça va être une amie, mais c'est, comment dire, je sais pas comment expliquer ça. Je donne et je reçois sans avoir besoin de demander de recevoir. Je sais pas, c'est ça un peu l'idée. C'est, je donne et la vie me fait recevoir. Alors que si je quémande, je reçois rien. Je sais pas si vous voyez, c'est la mentalité de se dire, oh, je voudrais avoir des amis, j'en ai pas. Ah oui, t'aurais pas d'en avoir en pensant comme ça, quoi. Voilà, je vais arrêter là parce que il faut que j'aille prendre quelque chose à grignoter. Ça fait une demi-heure que je vous parle. Oh, voilà.